Et donc en Belgique, on est trop confortable quelque part et on a peur. Bonjour à tous et re-bienvenue pour cette troisième et dernière journée du Geek Summit. On va accueillir aujourd'hui des personnes super inspirantes qui vont nous parler de leur vision du digital, de leur vision de l'éducation, des challenges qu'il faut relever pour pouvoir rattraper notre retard au niveau européen, au niveau mondial. On aura un aspect aussi qui va être fort axé aujourd'hui sur tout ce qui est sécurité sur Internet. Donc, on va parler de tout ce qui est safety sur Internet, c'est comment on protège nos enfants, comment on les éduque, comment on leur donne les bons outils pour qu'ils puissent surfer en toute sécurité. On va recevoir des personnes qui viennent de Child Focus, on va recevoir des personnes qui viennent chez Facebook, on va recevoir la ministre aussi de l'Éducation supérieure, Valérie Glatini. Mais là, maintenant, on reçoit la personne qui a soutenu Molengeek depuis toujours, depuis qu'on s'est créé. On reçoit Thierry Gerst. Bonjour. CEO de Google Belgique. Oui. Comment tu vas, Thierry? Fantastique, ravi d'être dans cet endroit tout à fait magique et de combiner l'avenir du digital avec notre histoire en Belgique, qui est quand même assez magique. Hein. C'est vraiment le bon terme magique, on se croirait vraiment dans Harry Potter. C'est un décor on se croirait à Poudlard, c'est incroyable, mais c'est pas un décor de cinéma, c'est vraiment l'histoire de la Belgique et ça c'est quelque chose qui tient à cœur beaucoup, la Belgique, la belgitude. C'est très… voilà, moi quand je parle avec toi, je te sens très ancré nationalement et tu veux que ton pays bouge. Je ne crois pas que c'est un patriotisme à l'ancienne, c'est plutôt de se rendre compte à quel point en Belgique on vit bien. Alors pas tout le monde vit bien, il y a des problèmes, il y a du chômage, il y a de la pauvreté, mais quand on va un petit peu à l'étranger, on se rend compte à quel point en Belgique on est bien plus avancé au niveau humanité qu'à l'étranger. Partez à la Silicon Valley où tout est fantastique. Les handicapés sont dans la rue, hein, parce qu'il n'y a pas de système social. Et donc, si vous êtes pour une raison ou pour une autre handicapé, vous vous retrouvez dans la rue. Vous allez même aux Pays-Bas, donc c'est pas très très loin, eh bien, pour se faire soigner aux urgences pour les enfants. J'ai des gens qui habitent là-bas. Quand il y a quelque chose qui se passe avec les enfants, ils prennent leur voiture, ils reviennent à Anvers pour aller aux urgences, parce qu'au moins aux urgences, on s'occupe de vous, il y a un système bien organisé, et ce n'est pas le cas même tout près de chez nous. Et donc, j'inviterai tous les Belges qui se plaignent du temps, de la fiscalité et d'autres problèmes en Belgique, juste d'aller voir un petit peu à l'étranger, puis de revenir, de se rendre compte ce qu'on a. Et alors, quand on se rend compte ce qu'on a, il faut se rendre compte que ce n'est pas venu par hasard. C'est grâce au fait qu'on a développé de la richesse et une économie sociale en Belgique, qui est une fois plus pas parfaite, hein, il faut continuer à l'améliorer, mais il faut surtout la mettre à l'ère du temps d'aujourd'hui, parce que si elle n'est pas moderne, ça ne va pas tenir le coup. Si on veut maintenir ce tissu social qui nous tient à cœur, eh bien, il faut que ça soit moderne et que ce soit efficace dans le monde digital. Sinon, à un moment, on ne pourra plus le payer, ou bien les gens vont voter à l'extrême et donc le système démocratique va commencer à coincer. Et donc, la première chose à faire, c'est de se rendre compte que c'est fantastique, mais que c'est fragile. Tu as pris l'exemple des soins de santé. Avec la période qu'on vient de traverser, on a vu à quel point c'était important. Donc, c'est le maintenir, voire même le renforcer pour qu'il soit plus égalitaire, alors qu'il est pas mal égalitaire déjà. Ouais. On va dire, c'est Philippe Claus qui nous disait hier que c'est les mêmes médecins qui soignent les riches et les pauvres. Ici en Belgique en tout cas, oui. Il n'y a pas de différenciation de classe, c'est pas payant, c'est accessible. Oui. Et donc c'est assez incroyable. Une fois de plus, hein, aux États-Unis, il y a une très très bonne médecine, mais uniquement pour les quelques-uns qui sont bien assurés. Et donc en Belgique, il y a la même chose, mais il faut que ça reste payable. Et pour garder notre système de soins de santé payable, eh bien, il faut le digitaliser. Parce que la digitalisation permet de réduire énormément le coût. Si vous pouvez par exemple voir votre médecin par vidéoconférence au lieu d'aller dans sa salle d'attente, eh bien le médecin va pouvoir faire plus de patients plus rapidement. On ne va pas se contaminer tous dans la salle d'attente, hein, c'est quand même assez intéressant. Et puis l'administration avec la mutuelle, etc. pourra être simplifiée, donc le coût est diminué et donc ça peut continuer à être accessible à tous à plus long terme. Tu parles de ça alors qu'hier Proximus lançait leur application de docteur, voilà. pour permettre de faire des consultations entre guillemets en ligne, mais tu vois déjà un premier contact pour la suite, donc pour gagner ce temps-là précieux. Excellente initiative à mon avis, et c'est bien que ce soit une société belge qui prenne l'avant parce que les gens veulent confier leur santé
à une société avec une renommée et, si possible, une société d'ici. Mais donc, il faut que ça se fasse. Si c'est une société chinoise qui offre cette même application, eh bien, demain, on passera via une société chinoise pour avoir nos rendez-vous chez le médecin. Et donc, bravo à Proximus à faire ce genre de choses. Nos banques belges ont déjà fait la même chose avec le fait que les applications bancaires sont très faciles à utiliser et ont rendu le paiement très aisé. Et donc, on utilise tous les jours nos applications bancaires. Eh bien, c'est les banques belges qui ont la meilleure application au monde au niveau des paiements. C'est ça qu'il faut faire. C'est encourager les initiatives nationales. C'est aussi une question de data, de garder tout ça au niveau national. Alors, je ne crois pas que c'est une question de garder ces data au national. C'est surfait. Vous utilisez Google Maps, je crois que c'est super facile, etc. Et les data sont utilisées pour montrer le chemin sur Google Maps, pour rien d'autre. C'est surtout le fait de développer une économie digitale en Belgique. Okay, ouais. Et on fait ça en collaboration avec des systèmes qui sont bien. Je veux dire, Google, par exemple, est partenaire de Proximus et est partenaire de Belfius. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est simplement vivre dans le monde digital en tant qu'entreprise, transformer son entreprise dans le monde digital, utiliser des outils qui peuvent être des outils de Google, enfin je l'espère, mais qui fait que nos sociétés deviennent modernes et que l'hôpital, par exemple, va utiliser le cloud computing de Google, va utiliser l'application de Proximus, mais l'hôpital sera devenu digital, donc meilleur marché, plus accessible, facile d'accès, et c'est ça qui compte. Toi, tu en penses quoi? On en est où par rapport à ça, au niveau global, au niveau de la Belgique, au niveau du digital? Et là, je ne te parle pas juste de l'éducation, je parle vraiment au niveau global. On en est où par rapport à ça? Alors, on est au début de cette digitalisation. Il faut savoir que ça a démarré il y a 25 ans avec l'arrivée de l'Internet, mais ça s'accélère maintenant, évidemment. Et une transformation digitale comme ça prend, disons, 50 ans. Donc, on n'est certainement pas à la fin. Ça veut dire qu'on n'a encore rien raté parce qu'il y a encore tout à faire. Alors, si on regarde ça au niveau mondial, qui sont les pays les plus avancés? C'est clairement la Silicon Valley. Et c'est ça qui fait qu'il y a Google et les autres. Et c'est la Chine qui a très, très fort développé le digital. Pourquoi? Parce que la Chine avait un retard énorme. La Chine a complètement raté le monde industriel. Et ils se sont dit, il y a une nouvelle révolution en cours, on va sauter sur le train, cette fois-ci dès le début, et on va rattraper le monde entier et développer une économie et une société digitale. L'Europe s'est dit, mais non, nous on a beaucoup de succès du passé, donc on va essayer de protéger le passé, et on va essayer de dire, non, ce digital, non, c'est pas pour nous, on va rendre les choses compliquées pour faire du digital, on va mettre des lois en place qui sont compliquées. Or, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut justement monter sur ce train. Et la Belgique est encore plus en retard que l'Europe. Et ça, vous l'avez probablement remarqué, si vous allez sur Internet chercher à faire quelque chose ou acheter un produit, c'est toutes des sociétés hollandaises ou françaises Exactement. Qui offrent les services. Très peu de sociétés belges. Donc 30% du chiffre d'affaires réalisé sur Internet est capté par les sociétés belges, 70% partent à l'étranger, surtout des sociétés de pays limitrophes. Donc pas la Silicon Valley et la Chine, mais c'est la Fnac, c'est Coolblue, c'est Bol.com, ce genre de choses-là. Ouais. Et là, il n'y a vraiment aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'une société belge ne se dise pas, tiens, en fait, je vends des meubles, je vends des livres, je vais vous proposer mes produits aussi sur Internet. Et donc ça, on essaie de faire passer le message en disant, c'est pour toutes les sociétés, n'importe quelle société, c'est pour les écoles, pour revenir à l'éducation, c'est pour les hôpitaux, c'est pour les écoles, c'est pour les PME, c'est certainement pas pour uniquement les grosses sociétés internationales. Tu as cité l'exemple de Coolblue sans vouloir faire de la pub, mais moi par exemple, au tout début, il y a peut-être 10 ans, je commandais sur Coolblue, c'était juste en néerlandais vu que c'était hollandais. Oui. Et là, ils se sont adaptés, c'est en français. Il y a des campagnes télé ici en Belgique en français et tout ça, alors que c'est une société, hollandaise. On ne le voit même plus, on le remarque même plus. Et c'est incroyable comment ils se sont emparés de ce marché belge, voire français. Oui. Ils sont en train de... Alors que le contraire aurait dû se passer. A priori, en Belgique, on est surtout super bilingue. Donc, on pourrait, au départ de Bruxelles, adresser le marché hollandais et adresser le marché français. Alors que les Hollandais, ils ont dû d'abord faire le marché en Flandre pour pouvoir parler la même langue. Et puis, ils se sont rendus compte que, pour passer au travail, il faut faire du français. Et ils ont mis beaucoup d'années pour passer le pas vers le français. Alors qu'une société bilingue belge, elle pourrait faire du nord de la Hollande au sud de la France, et même le Canada, il n'y a aucune raison qu'on ne vende pas nos produits. Et puis on traduit vers l'anglais, et puis boum, on fait dans le monde entier. Mais une société comme Neuhaus, nos pralines belges, ont bien compris ça. Ils ont un peu raté le premier confinement, mais au deuxième confinement, ils étaient prêts. Aujourd'hui, ils vendent plus de pralines qu'avant le confinement, alors que certains de leurs flagship stores sont fermés. Mais si au Japon, vous cherchez pour des pralines, Neuhaus se présente, et puis on livre les pralines. Et donc ça,
il faut dire que c'est pour n'importe quelle PME. N'importe quelle PME a aujourd'hui 4 milliards de clients à un clic de son entreprise. Et donc, il faut arrêter de ce nombrilisme de dire, tiens, oui, voilà, si j'ai une société à Molenbeek, ben, je vais servir la communauté de Molenbeek. Ben, et non. Ça, tu crois vraiment que c'est en partie de la faute du mindset des personnes ou tu crois, hier, il y a un expert qui nous disait, les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente. Est-ce que tu crois que c'est dû à ça ou c'est plus vraiment une mentalité, un état d'esprit que le Belge a en disant je vais déjà fournir ceux qui sont près de moi et puis on verra pour les Portugais ou pour l'Afrique plus tard ou pour la Chine plus tard. Le fait qu'on régule l'Internet au lieu de prendre l'initiative, c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que comme on a plutôt peur de cette transformation digitale, on va se focaliser sur l'élément de régulation. Ceci dit, c'est important. Si on veut réussir dans l'Internet, il faut aussi réguler l'Internet. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Mais je préférais que l'Europe soit connue pour et son dynamisme entrepreneurial et sa régulation, plutôt que juste réguler l'Internet. Pour revenir à la société belge, il y a donc un état d'esprit qui dit « Oh, mais en fait, mes affaires ne tournent pas trop mal. Pourquoi est-ce que j'irais prendre un risque du digital ?» Puisque en Belgique, en moyenne, l'économie va plutôt bien. La plupart des sociétés se disent bah oui, mais en fait, j'en ai pas besoin. Et donc, c'est quand on fait des sondages pour savoir mais pourquoi est-ce que les entrepreneurs belges ne développent pas leur site internet, la motivation principale, c'est j'en ai pas besoin. Alors, c'est quand même absurde. Et alors, la deuxième raison, c'est j'ai peur, ça coûte trop cher, c'est compliqué. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec Google, c'est de dire c'est nécessaire, parce que c'est l'avenir, c'est en croissance, les clients trouvent ça facile. On essaie d'enlever la peur. Ça, c'est moi la principale raison de mon bouquin. J'ai amené mon bouquin. J'essaie d'enlever la peur parce que il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce monde digital. Maintenant, si vous avez peur, tout est compliqué. Et c'est la même chose à n'importe quel âge. Si vous avez peur de quelque chose, si vous avez peur de faire du vélo, vous ne faites jamais du vélo. Si vous avez peur de faire du ski, vous allez vous planter. Et donc, il faut d'abord enlever sa peur pour pouvoir appréhender les choses avec les opportunités et les risques. Et alors, on peut aller de l'avant. Et donc, en Belgique, on est trop confortable quelque part et on a peur. Tu parles de ton livre que j'ai eu la chance de lire, Homo Digitalis, qui vient en réponse aux questions de ton premier livre. C'est vraiment ça, oui. Et Digitalis, si je ne dis pas de bêtises, ton premier livre. Oui. Et tu parles énormément, tu essaies vraiment de démystifier, tu essaies d'être très pédagogue dans ce livre, tu as ta vision qui est claire et tu essaies vraiment d'embarquer les personnes avec toi dans l'univers, quand je dis dans ton univers du livre, dans l'univers du digital, en expliquant, en essayant de démystifier un maximum. Tu crois que c'est nécessaire? Tu as eu les questions qui ont suivi ton premier livre, ça c'est clair, oui. Mais tu crois qu'encore les mentalités sont si réfractaires que c'est nécessaire d'écrire un livre? Et un livre, je précise, totalement désintéressé parce qu'ils sont reversés à une association de codage informatique qui s'appelle Bicode et qui aide les chercheurs d'emploi à se former au digital. Donc voilà, il est complètement désintéressé. Si vous l'achetez, vous faites une bonne cause aussi, vous participez à une bonne cause, donc c'est superbe. Est-ce que tu penses donc, que la vraiment… dernière chose que je voulais faire, c'est devenir auteur. Je ne voulais pas devenir auteur. Je ne suis pas un type qui a envie d'écrire un bouquin et certainement, je ne voulais pas gagner d'argent avec puisque… Par contre, je me suis rendu compte, je travaille depuis 25 ans dans l'Internet ou autour de l'Internet, effectivement qu'il y a cette peur et que cette peur cause un manque de développement économique, ce qui est quand même pas confortable pour nos enfants. Hein. Tu en as 6, j'en ai 4. On voudrait quand même que… 5 beaucoup quand même. Enfin bref, on a envie que la Belgique dans laquelle nos enfants vont vivre, que ce soit un pays prospère à l'avenir. Et donc je me rends compte de ce fait que la Belgique ralentit au niveau innovation, même si ça c'est un problème. Donc j'ai écrit pour ce premier livre Digitalis, qui est un peu le mode d'emploi du digital, en disant tiens, regardez tout ce qui est possible avec l'Internet, hein, au niveau commerce, au niveau finance, au niveau mobilité. Et alors je me suis rendu compte, mais les gens considèrent ça comme un autre monde, comme ça, le monde du digital. Et donc, j'ai écrit Homo Digitalis en disant non, vous vous trompez, il ne faut pas regarder le digital. Ce n'est pas la technologie qui est importante, c'est l'être humain, c'est nous. Et donc, nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle et on est un Homo Digitalis parce qu'on est toujours un être humain, mais on utilise des techniques digitales. Et tout le monde utilise des techniques digitales et on les utilise pendant toute la journée. Donc, il n'y a pas un monde digital et un non digital, il y a juste des êtres humains qui habitent ici, qui vivent sur une planète qu'on doit respecter mieux, des êtres humains qui doivent être plus inclusifs et collaboratifs l'un avec l'autre, et qui utilisent pour ça la technologie d'aujourd'hui, qui s'avère être le digital. Hein. Ça a été l'électricité il y a 100 ans,
Et aujourd'hui, c'est le digital. Et donc, il faut démystifier le digital en disant c'est un grand bazar qui nous arrive. Non, 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 non. C'est juste des techniques qu'on utilise tous les jours. Et puis, donc, ça veut dire qu'on doit mieux utiliser ces techniques pour faire tout ce qu'on fait. Et donc, l'entrepreneur doit utiliser les techniques d'aujourd'hui pour devenir un meilleur entrepreneur. Et quelqu'un qui est dans l'éducation pourra utiliser ces techniques-là pour mieux éduquer, mais aussi pour préparer les jeunes à ce monde dont le digital fait partie. Et donc, c'est le fait que le digital n'est pas une technologie séparée, mais nous permettra de devenir plus humains. Et ça, c'est l'opposé de ce que les gens pensent. Les gens pensent la machine va reprendre le monde, l'intelligence artificielle va remplacer le professeur, le médecin, etc. Et c'est absolument pas vrai. On sera plus humain que jamais. On va utiliser ces technologies pour faire de la meilleure médecine, de la meilleure éducation, mais le professeur continue à exister, le médecin continue à exister, dans un monde qu'on doit construire meilleur, et on a des outils pour le faire. C'est quand même plus intéressant que de vivre dans un monde industriel où on est obligé d'être dans un embouteillage, dans une voiture polluante. Il y a un de nos intervenants lors du premier jour qui nous disait le rôle idéal d'un professeur, ce serait plus d'être un mentor qu'un professeur qui donne vraiment cours et qui, ce serait plus quelqu'un qui est là en soutien, en conseil, en mentorat, et que le programme qui soit donné, je veux dire, en première version par le professeur, mais qui soit là vraiment pour un autre travail qui est d'inspirer l'élève et de lui faire découvrir son talent. Je pense que quand on regardera dans 10 ans à comment on donnait cours dans les années 1990, on va se dire, ouais, c'était vraiment industriel, c'est-à-dire c'est une machine. On met 30 élèves dans une pièce, il y a un professeur qui raconte la même histoire chaque année, hein, et puis on sort avec une connaissance standard. Donc c'est comme une usine. Hein, donc on fait une usine à produire nos enfants comme si c'était tous les mêmes. Alors on les rend dans la même usine avec le même professeur, le même cours, etc. Et on sort. Et puis il s'avère que ce professeur, parfois il est inspirant, et là vous avez de la chance, et parfois il est un peu moins inspirant, et vous êtes coincé pendant 7h30. En primaire, vous êtes coincé pendant 7h30 avec le même professeur qui peut-être n'est pas tellement bon pédagogue et donc vous perdez une année de votre vie. Et ce n'est pas mauvais, on en avait besoin parce que grâce à ça, on a appris à lire et à écrire, etc. Mais aujourd'hui, il y a des technologies qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc au lieu de tous les profs de maths doivent donner Pythagore, par exemple, il faut expliquer Pythagore à tous ses élèves. Ce n'est pas facile, c'est un mot un peu compliqué, etc. Et certains professeurs le font bien, d'autres le font relativement mal. Il fait qu'en sortant des humanités, la plupart des élèves n'ont pas compris de quoi il s'agissait, alors que c'est en fin de compte pas si compliqué. Eh bien, vous allez sur YouTube et vous cherchez Pythagore sur YouTube et vous trouvez des films qui expliquent ça, mais d'une façon super simple, d'une pédagogie incroyable. En 10 minutes, tout le monde a compris. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut donner aux élèves la meilleure vidéo au monde pour expliquer certaines théories, mais naturellement, ils ne vont pas les trouver eux-mêmes. Donc le professeur, il va servir à quoi? Eh bien, d'identifier les bonnes vidéos à suivre, dire « Ah oui, il faut faire des maths, même si tu n'as pas envie de faire des maths, il faut faire des maths, mais on va faire ça de façon chouette, inspirante, avec des super vidéos. Et si ça rate, je vais t'aider, comme un coach. Donc je te coach pour te dire ce que tu peux faire, pas faire, qu'est-ce qui est plus adapté à toi que pas à toi. Et si ça ne se passe pas trop bien, j'aurai du temps, puisque je ne dois pas raconter chaque année la même histoire tout le temps. Je libère du temps pour m'occuper d'élèves qui ont plus difficile. Ou bien, admettons qu'il y ait 3 professeurs qui donnent tous les 3 cours en 5e primaire dans la même école. Eh bien, au lieu de faire ça tout le temps, un des 3 va faire des vidéos inspirantes que tout le monde va regarder. Le deuxième va aider à faire des exercices. Et le troisième va s'occuper de quelques élèves qui ont vraiment plus difficile. Et dans les 3 profils des professeurs, il y aura certainement un qui est plus intéressé pour s'occuper de quelques élèves et un qui aime bien faire le grand show et qui explique super bien. Parce qu'on a tous des talents différents. Et donc plutôt que de mettre en place nos professeurs tous de la même façon, on va utiliser leurs talents en différenciant ça un petit peu. Et donc les élèves vont suivre la théorie, surtout sur des vidéos, feront des exercices ensemble, de façon collaborative, et auront enfin un coaching personnalisé quand ils sont plus difficiles ou quand ils sont brillants. Parce que même les meilleurs élèves doivent parfois recevoir un coaching particulier en disant, pour toi, j'ai un track complètement séparé pour que tu deviennes le meilleur en physique. Hein, et le meilleur en physique, ça peut être très mauvais en anglais, mais ce n'est pas grave, parce qu'il va devenir notre meilleur physicien à l'avenir. Si je comprends bien ce que tu dis, Thierry, c'est en gros
ce qu'on faisait avant lors de la révolution industrielle et d'apprendre à lire et à écrire à tout le monde, et ça fonctionnait, c'était très bien de cette manière-là. Là, maintenant, on a besoin d'un enseignement un peu plus personnalisable par élève, Oui. et le digital peut y aider. Elle peut donner accès à énormément de contenus avec différentes pédagogies qui sont adaptées à certains élèves, voire même à certains profs s'ils veulent s'inspirer de cette pédagogie-là, de ces vidéos-là aussi, elles peuvent inspirer certains profs. Et de l'autre côté, tu parles de ce côté collaboration, où on peut repenser toute la manière de fonctionner du système éducatif, en tout cas entre collègues, et de dire, écoute, si toi, tu aimes bien faire des exercices, si c'est ça qui te drive, ben, fais-en, et moi, je m'occupe du truc que tu aimes moins, que j'aime bien, c'est ça? Oui, c'est absolument ça. Et du coup, on peut effectivement arriver à un enseignement plus personnalisé, ce qui n'était pas possible par le passé. Il n'y avait pas le choix d'antan. Il y avait un livre de maths et il y avait 30 élèves dans la classe. Aujourd'hui, on peut individualiser. Si par exemple un élève ne comprend pas une théorie, il peut repasser la vidéo. Alors que repasser le professeur, il faut repasser pour les 30 personnes. Alors que si vous êtes devant une vidéo, vous passez la vidéo. Et ceux qui comprennent très vite, ils mettent la vidéo plus rapidement. Et du coup, on peut découvrir les passions de chaque élève et de se dire, tiens, en fait, toi, tu es plus passionné par ceci, toi, tu es plus passionné par cela, et du coup, développer les envies des élèves. Et c'est important parce qu'on va devoir étudier toute notre vie. D'antan, on étudiait quelques années, et puis on avait un diplôme et on pouvait travailler toute notre vie avec ça. Aujourd'hui, le monde change trop. Moi, par exemple, je dois étudier chaque semaine. Mon métier change chaque semaine. Mais je ne trouve pas ça grave du tout puisque j'aime ce que je fais. Donc du coup, c'est comme si c'était un hobby. Si on aime bien les gens qui aiment bien le football, toutes les semaines, ils regardent des informations sur le football. Et donc, si on parvient à trouver les passions des élèves, c'est tellement plus intéressant de pouvoir se concentrer là-dessus. Il y a un autre élément qui fait qu'avec l'intelligence artificielle, l'ordinateur va reprendre beaucoup de tâches humaines peu intéressantes. Tout ce qui est répétitif et dangereux va pouvoir être fait par des robots ou l'intelligence artificielle. Du coup, il faut développer les talents les plus humains. Et qu'est-ce qui est humain? La créativité, la collaboration, le contexte et la passion. Un ordinateur n'aura jamais une passion pour faire Molengeek. Même si tu utilises des techniques informatiques pour faire Molengeek, il faut que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dises j'ai envie de développer Molengeek, c'est moi qui vois ce que j'ai envie de faire. L'ordinateur ne fera ça jamais. Mais à l'école, on n'apprend pas ça. On ne développe pas la créativité, on ne développe pas la collaboration. On n'apprend pas aux enfants à regarder autour d'eux et d'être émerveillés et de trouver leur passion. On leur apprend à faire des tâches répétitives et a priori, l'ordinateur va faire mieux que nous par le passé, dans le futur. Donc, il faut changer aussi les matières qu'on propose aux enfants. Tu penses, tu parlais de la manière dont on enseignait à l'époque, donc ça nous a permis d'alphabétiser la majorité écrasante des Belges et de notre société. Tu penses qu'il faut encore alphabétiser les gens par rapport au digital? Alors, clairement, c'est pas parce que le digital est là qu'il ne faut pas apprendre à lire et à écrire. Donc, il y a encore des choses de base qu'il faut faire, mais il faut aussi apprendre le digital. Ouais. Le digital fait partie de notre vie intégrante. Et c'est quand même un peu absurde que quand on termine les primaires, par exemple en Belgique, rien ne nous oblige de savoir quelque chose sur le digital. Ouais. Ça, c'est le pire. Et ce n'est pas simplement une mauvaise idée, c'est même carrément dangereux. Je vais donner un exemple très concret. On donne à nos enfants, on apprend le code de la route en primaire. Pourquoi? Parce que c'est dangereux de traverser la route, on peut se faire écraser. Et donc on trouve ça tout à fait normal, indispensable, que nos enfants en primaire apprennent le code de la route et à traverser la rue. Super. D'ailleurs, il faut continuer à le faire. Mais entre-temps, on a construit l'autoroute de l'information et on ne leur explique pas comment traverser l'autoroute de l'information. Eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que quand ils sont en pleine puberté, entre 11 et 13 ans, ils font des bêtises. Et donc, ils postent des choses qu'ils ne doivent pas poster sur les médias sociaux. Ils utilisent l'Internet sans mot de passe convenable. Ils font tout un peu n'importe quoi. Et alors, c'est la faute à l'enfant ou aux médias sociaux. Oui, mais enfin, le digital est là. J'y peux rien, même si ça ne vous plaît pas, le digital est là. C'est devenu l'essentiel de notre monde autour de nous. Et donc, il faut apprendre dès le plus jeune âge à utiliser ces techniques-là, quels sont les dangers, les opportunités, apprendre à coder, pas pour devenir codeur, mais parce que quand on apprend à coder, on comprend comment les ordinateurs fonctionnent. Et une chose est sûre, nos enfants sont entourés d'ordinateurs à l'avenir. On ne peut pas prédire exactement ce qu'ils feront, ce qu'ils ne feront pas, mais ils seront entourés d'ordinateurs. Donc, moi, je préfère qu'ils comprennent leur langage et donc ils apprennent à programmer. Ouais.
Je rebondis sur ce que tu dis parce que lors d'un plateau télé, on m'a dit que je donnais le même exemple que toi par rapport à traverser la route. Mais en réalité, c'est pas vrai. Moi, ce que je dis, c'est que c'est comme si on donnait aux enfants une voiture sans permis de conduire. Ah oui, ça, voilà, C'est exactement pareil. C'est Tu encore vois? plus simple à expliquer. Donc voilà. Je reviens un peu sur ton état d'esprit à toi. Il y a la recteure de la VUB qui t'a défini pas comme optimiste, mais comme possibiliste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, quand j'ai écrit mes bouquins, certains disaient, ouais, mais c'est quand même un livre très, très optimiste. Et quand on dit optimiste en Belgique, on ne dit pas simplement optimiste, on dit un peu naïf. Hein, c'est facile de dire que ça va être Utopiste. Utopiste. C'est ça. Et ça, je suis vraiment pas. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis très, très pragmatique, plutôt cartésien. Et donc, c'est possibiliste. Tout ce que j'écris dans le livre, c'est 100% possible. D'ailleurs, il n'y a aucun mot de futurologie. Tout ce qui est écrit dans le livre est des technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Ce que je décris, c'est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire avec. J'explique qu'on peut créer un monde plus inclusif et diversifié, on peut créer un monde qui respecte plus la planète, on peut créer un monde où les gens sont plus créatifs et plus heureux, mais je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible. Et donc, ça dépendra de tout un chacun, nous, qu'est-ce qu'on en fait. Si on utilise le digital pour propager des messages de haine, par exemple, eh bien, on va peut-être créer un monde très dangereux, très populiste, nationaliste. On va arriver dans des situations comme le nazisme il y a un siècle, et donc c'est très, très dangereux. Mais avec la même technologie, on peut convaincre les gens que c'est possible, et donc leur donner envie d'entreprendre, ou donner envie de faire des vidéos YouTube sur le sujet qui les intéresse, leur donner envie de développer leurs passions et leurs intérêts. Et donc, ce que je veux faire avec les livres, c'est uniquement dire à tout le monde, jeunes et moins jeunes, entreprenants, pas entreprenants, regardez ce qui est possible. Nous avons aujourd'hui comme humanité à disposition une technologie qui nous permet de résoudre tous les problèmes existants, mais elle ne va pas le faire pour nous. C'est uniquement si nous prenons cette technologie-là qu'on va le faire. Toi, tu as utilisé la technologie pour faire Molenbeek, Molengeek, tu as inspiré plein de jeunes autour de toi, plein de gens ont retrouvé une envie, une passion. Oui. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire pas Molengeek uniquement, il faut faire Molen-Schaerbeek, Molen-Arlon et Molen-Anvers. Il faut que partout dans le pays, il y ait des gens qui inspirent d'autres gens à découvrir leur passion et croire surtout en eux. On démarre à tous la base, il faut croire d'abord en soi-même. Tu penses qu'il faudrait des formations sur le possibilisme? J'adorerais faire des formations sur le possibilisme. Et apparemment, il y a de l'intérêt puisque depuis que j'ai sorti mes bouquins, j'ai fait plus de 200 conférences. J'ai vendu 25 000 de ces bouquins. C'est beaucoup plus que tout le monde pensait. Et une fois de plus, je n'y gagne rien. Moi, pour moi, c'est un message que les gens ont envie d'entendre, ces messages. Ils en ont marre de tout ce qu'ils lisent dans les médias. Ils lisent dans les médias que le digital est mauvais. Alors que dans leur vie de tous les jours, ils disent ah, mais moi j'utilise Waze pour arriver sans embouteillage, j'utilise Wikipédia pour l'écolage de mes enfants. Pendant la pandémie, grâce à l'e-commerce, on a pu continuer à se fournir des choses. J'ai donné des cours de maths à mes enfants grâce à YouTube. Et donc, dans leur vie de tous les jours, ils se disent ah ben oui, c'est plutôt bien ces trucs-là. Et puis ils ouvrent des médias et il n'y a que c'est de l'escroquerie, ça se passe mal, etc. Et donc, ils sont un peu surpris. Et il y a besoin d'expliquer le possibilisme ou l'avantage du digital à tout un chacun, en fait. En gros, le digital, c'est un tout, c'est des choses très bien, mais aussi il faut des formations pour que les choses moins bien soient contrôlées, voire inaccessibles. Et ça, c'est pas nouveau. Hein, donc, il faut s'imaginer l'électricité. Hein. Il y a 100 ans, on a commencé à faire de l'électricité. S'il n'y avait pas d'électricité, on ne serait pas là. Hein. On n'aurait pas su communiquer l'un avec l'autre. Il n'y aurait pas tous ces moyens technologiques autour de nous. Mais on a appris à maîtriser l'électricité. Parce qu'au début de l'électricité, les gens mettaient vraiment leur doigt dans la prise puisqu'ils ne savaient pas que c'était dangereux. Et donc, il y avait des morts par électrocution tous les jours. Ouais. Aujourd'hui, le nombre de morts par électrocution en Belgique, de temps en temps, une cabine à haute tension à cause de... Mais, voyez, on a appris à maîtriser la bête. On sait que l'électricité, c'est dangereux. Il n'y a personne qui dévisse le plastique qui se trouve au-dessus d'une prise. Ouais, exactement. Eh bien, sur le digital, les gens dévissent leur plastique. Parce que Google dit, attention, vous avez un problème de mot de passe. Et ils disent, oh, c'est pas grave. Hein. Non. Ou bien Google demande de mettre et un mot de passe et un appel via un SMS pour qu'il y ait un double contrôle. Et les gens disent, oh, ça m'emmerde. Non, il faut maîtriser toute technologie. La voiture, c'est dangereux. D'ailleurs, on tue encore toujours 1,2 million de personnes chaque année par la voiture.
Et heureusement, on a un permis de conduire. Et donc, il faut un Exactement. permis de conduire pour l'Internet. Tu prends l'exemple de la voiture, sur YouTube, vous pouvez trouver ça. Les premières voitures, elles avaient des ramasseuses de piétons. Oui. Comme ça, vous savez comment ça se passe. Je te pose une dernière question avant de passer au chat. Parfait. Je pose toujours cette question. Est-ce que l'Internet, c'est de l'eau? En gros, est-ce que c'est un produit de première nécessité? Je suis persuadé que l'accès à Internet devrait être un droit universel de l'homme. Donc, dans les droits de l'homme, il faut écrire les gens ont droit à avoir un accès à Internet. Pourquoi? Parce que quand vous avez accès à Internet, vous avez accès à de l'information, vous pouvez vous informer sur votre santé, vous pouvez vous orienter, vous pouvez traduire. Vous pouvez vous former. Et vous pouvez former. Et donc, on voit très bien qu'un même un réfugié syrien qui arrive en Belgique, il a un smartphone, et grâce au smartphone, il reste en contact avec ses proches, il peut traduire en temps réel, et donc il se débrouille avec les Français et les Flamands à Bruxelles, alors que les Belges ont parfois un petit peu dur. Et donc, ça devient vraiment un droit universel. Je ne crois pas que, comme on ne peut pas couper complètement l'électricité à une famille qui ne parvient pas à payer sa facture d'électricité, je ne crois pas qu'on pourrait couper l'Internet à des gens qui ont besoin. Est-ce qu'on a besoin d'Internet aujourd'hui pour étudier? Donc oui, c'est un droit universel et c'est fantastique d'avoir l'accès à ces technologies tout à fait fantastiques, nécessaires à notre survie sur cette planète. Je rebondis sur ça parce que tu parles des réfugiés et sur Google Translate, tu as une option où tu peux utiliser ta caméra pour traduire les choses et donc tu passes sur les choses en utilisant et ça traduit directement. Tu imagines que tu es syrien ou tu viens d'un autre pays, tu te retrouves en Flandre et tu comprends rien, tu passes avec ton téléphone et ça se traduit. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important. On fait déjà 2 milliards de traductions instantanées avec Google Lens par jour. 2 milliards. Maintenant, et on pense que ça va exploser parce que la plupart des gens n'ont pas encore compris l'option. Mais donc vous allez sur votre appareil photo, vous faites une photo n'importe et vous faites sur Google Lens et on traduit le monde autour de vous. Incroyable. Et ça prouve à quel point cette technologie peut être utile pour vivre dans ce monde multiculturel qui est à Bruxelles, dans lequel il y a déjà 17 langues qui se parlent couramment. On est à égalité avec Dubaï ou je crois juste après Dubaï, mais on est une des villes la plus diverses au monde. Et on peut être fier de ça, parce que bon, ça se passe toujours bien, mais en moyenne, on peut quand même dire que Bruxelles a bien réussi de mettre le monde entier dans ces quelques kilomètres carrés. Exactement. On passe direct à la régie parce qu'il y a plein de questions dans le chat, il paraît. En effet, on a Steph sur Twitch qui demande fan incontesté des produits Google. Je les utilise quotidiennement, particulièrement Google Maps. Mais je vois de nombreuses erreurs qui ne sont pas corrigibles par les utilisateurs. Routes manquantes ou mal tracées, navigation erronée, etc. Est-ce qu'il reste encore des cartographes chez Google Maps ou est-ce que tout est géré par l'intelligence artificielle et data mining de nos jours? Non. Et on a encore toujours besoin du feedback des utilisateurs. Et aujourd'hui, il y a plus de nouvelles rues qui sont créées grâce au fait que les utilisateurs nous mentionnent qu'il y a une nouvelle rue, que via la ville qui nous informe qu'il y a une nouvelle rue ou le temps que le système de cartographie se met en place. Et donc, quand vous voyez quelque chose qui n'est pas juste sur le système Google, de grâce, il y a toujours une option pour dire, par exemple, si vous trouvez qu'il y a une vidéo qui est choquante, mentionnez-la, mais s'il manque une rue, s'il y a un commerce qui n'a pas les bonnes heures d'ouverture, mentionnez-le, parce que c'est la richesse du système, c'est justement cette collaboration le plus visible sur Waze, je crois, hein, où les gens sont coincés dans un embouteillage et mentionnent aux autres utilisateurs, attention, il y a un embouteillage pour telle ou telle raison. Mais donc ça fonctionne sur l'ensemble de nos systèmes pour pouvoir mentionner des choses qui manquent ou des choses qui ne devraient pas s'y trouver. Je rebondis sur ça parce qu'à Molenbeek, on a eu quelqu'un qui avait mal signalé l'adresse, donc c'était ailleurs. À chaque fois qu'on commandait à manger, c'était le vendeur qui recevait. Donc le truc dans ça, c'est que tu peux demander à ta communauté Facebook de signaler l'erreur. Et au plus il y a d'erreurs, de signalement, au plus vite c'est traité. Nous, en quelques semaines, c'était réglé. Donc, ouais, c'est juste. Black Cat sur Twitch nous demande, les jeunes sont constamment sur les écrans à la maison. Alors, est-ce qu'il faut mettre encore plus d'écrans à l'école? Cela ne risque pas de nuire à la santé des élèves? Alors, il est clair que la façon dont beaucoup de gens utilisent le digital aujourd'hui n'est pas la bonne façon. Il y a ce petit engin-ci qui est fantastique pour notre vie de tous les jours, hein, ça nous aide à plein de choses, mais les gens le sortent 155 fois de leur poche. C'est quand même un peu beaucoup. Et puis, le pire, c'est naturellement de passer des heures sur les médias sociaux. Les médias sociaux, ce n'est pas particulièrement bénéfique à l'image de soi, hein, parce qu'on voit toujours les autres qui sont mieux, plus beaux, etc. Alors, il faut utiliser les médias sociaux, mais à bon escient. Par exemple, dire, et d'ailleurs sur Android, vous pouvez très bien dire, je me donne un capital de 1 demi-heure par jour pour les médias sociaux. Par contre, donc, on a besoin des écrans à l'école, ça, sans aucun doute. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on donne cours de maths sans une machine à calculer? Non.
ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on perd tellement de temps à calculer tout le temps qu'on n'a pas le temps d'apprendre une nouvelle théorie et des autres développements. Et donc, il faut utiliser l'écran dans tous les cours. Pas uniquement au cours d'informatique. Il faut avoir un outil. C'est un outil comme un autre. Comme dans le temps, il y avait un livre. Aujourd'hui, il y a un ordinateur. Et on utilise cet ordinateur dans tous les cours, mais à bon escient. Ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps sur son écran, mais que, par exemple, il y a un cours d'anglais, et donc on fait des discussions en anglais. Par contre, quand on ne comprend pas un mot, on check directement le mot, comme ça on continue la discussion sans dire « attention, je ne comprends pas ce mot-là », et puis on perd un temps fou. Et donc, il faut utiliser le digital plus, surtout à l'école, mais il faut aussi utiliser le digital moins, en étant ne pas scotcher sur les médias sociaux. Et quand on fait de l'anglais à l'école sur un écran, il faut qu'il y ait de l'anglais sur l'écran et pas tous les messages de WhatsApp et autres. Et alors, on est naturellement à la tête ailleurs. Et une chose est certaine, l'homme n'est pas fait pour la femme non plus, pour être multitasking. On sait faire une chose bien. Et donc, on fait le cours d'anglais pour lequel on utilise ces technologies digitales. Mais à ce moment-là, on se focalise là-dessus. Et pour rebondir là-dessus, l'expression temps d'écran, moi, ça ne veut rien dire pour moi. Un temps d'écran à la maison, on peut regarder soit Arte, soit Les Anges de la télé-réalité, ce n'est pas la même chose. On ne reçoit pas la même information. Et donc, voilà, comme disait Thierry, donc on peut être sur des réseaux sociaux, comme on peut être sur Wikipédia, ce n'est pas pareil. Donc, ce n'est pas le problème du temps d'écran, c'est ce qu'on fait dessus qui est important. Et puis en plus, le smartphone va disparaître et il va y avoir des objets qui actionnent avec la voix, par exemple. Donc, on peut demander à un Google Home, on peut commencer à faire une conversation avec un Google Home. Alors, est-ce que c'est un écran ou c'est pas un écran? Et donc, il ne faut pas parler le coût de l'écran, il faut parler du digital. Et il faut que ça reste un outil qui nous aide et pas un outil qui soit intrusif. On a Mister ABB qui nous demande sur Twitch, quelles sont vos passions en dehors du digital? Wow. Alors pour l'instant, c'est un peu le digital quand même, pour être honnête. J'ai la même réponse. Qu'est-ce que je fais à côté de ça? Alors, j'adore. Non, alors je suis un foodie. J'adore aller au restaurant. Je dépense trop d'argent à bonnes tables. Je suis en sevrage là cette période-ci. J'ai économisé énormément d'argent, mais j'ai été très malheureux. Mais passer 4 heures de temps à table avec les gens qu'on aime, ça c'est quand même l'ultime du top. Parce que le fait d'être à table, créer une communauté, fait qu'on parle de plein de sujets. Est-ce que tu confisques les smartphones ou pas à ce moment-là? Et alors c'est hors smartphone. Tu les confisques? Alors, non, parce que si à la limite ils veulent faire une photo de ce qu'ils mangent, ça ne me dérange pas. Mais par contre, il n'y a pas de médias sociaux. Ce n'est pas le moment de commencer à… Non, mais par contre, quand on a vraiment une bonne table, on fait des photos des plats, parce que le lendemain, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on a mangé. Et donc le lendemain, on regarde des photos de ce qu'on a mangé en disant « Ah, ça c'était vraiment fantastique, il faudrait qu'on essaye de le cuisiner nous-mêmes » ou ce genre de choses-là. Avec mes enfants, je suis fan de parcs d'attractions. On les a fait environ tous et on crève d'envie d'aller découvrir la nouvelle montagne russe de Walibi, qui apparemment est la plus haute de ses environs. Et donc, quelque part, en moyenne, c'est vivre des expériences avec les gens qu'on aime. Et ça peut être relativement large. Et il y a des gens pour ça qui vont très loin à l'étranger. Moi, je me suis rendu compte qu'au fait, visiter la Belgique avec les gens qu'on aime, c'est probablement le plus beau à faire. Et au moins, on n'a pas l'avion, la pollution, tout le problème. Et on développe l'économie locale. Et on a des choses fantastiques à découvrir en Belgique. Et récemment, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, la gare de Milan est fantastique ». Et je lui ai demandé « Est-ce que tu as déjà vu la gare d'Anvers ?» Et il n'avait jamais vu la gare d'Anvers, alors qu'elle est plus belle que la gare de Milan. Et donc, il faut faire du voyage dans notre pays et faire tourner l'Horeca. On est à Jurbis. Et on en a vraiment besoin naturellement, parce que l'Horeca a quand même le plus souffert de tout. C'est une question à te poser par rapport à ça. Imaginons que tu as une conversation autour de la gare de Milan et Anvers et tout ça, tu vois, à table, tu checks sur Google ou pas? Oui, et ça ne me dérange pas. Donc ça peut être, si ça nous aide dans la conversation, quelqu'un qui ne me croit pas que je montre une photo et l'affaire est cuite, mais du coup, on sort l'outil pour quelque chose. Ce qui me dérange, c'est qu'alors, à ce moment-là, on voit aussi les appels des médias sociaux. Et donc, ce qu'on va essayer de faire avec Google, c'est de faire que cet outil ne donne que l'information qu'on cherche à ce moment-là et pas les autres qui sont intrusives. Mais ça, c'est pas facile à trouver. Ouais. Et la dernière question par Khalil sur Twitch. Qu'est-ce que vous a apporté vos 10 dernières années d'expérience chez Google? Alors là, énormément. À part Molen Geek. Ça fait encore 3 heures.
Non, si je peux être un peu cru avec moi-même, il y a 10 ans, donc je travaillais dans le monde de l'édition. J'étais juste un businessman. Ce qui m'intéressait, c'était le bottom line, hein, combien de profits on faisait. Alors, je me suis toujours intéressé à l'humain et de s'arranger que les gens étaient motivés pour travailler sur le projet sur lequel ils travaillaient. Je ne crois pas que j'étais un mauvais patron pour autant, mais je restais quand même dans le monde du business. Et Google m'a ouvert les yeux sur le monde en dehors du business. Et me rendre compte que c'est une vraie collaboration. Et le monde a besoin du business, le business a besoin du monde. Et j'ai fait des expériences incroyables. J'ai eu des formations, par exemple, à Istanbul, où j'ai appris le monde de l'islam. Et ça m'a appris à vivre en Belgique. Mais c'est non d'un pétard Google qui m'a payé une formation pour aller découvrir Istanbul et uniquement de faire une formation business. Ils m'ont fait une formation qui m'a ouvert sur le monde. On a fait la même chose à Hong Kong sur d'autres sujets. Et donc, ça m'a ouvert les yeux sur le monde autour de moi. Et du coup, on se sent aussi plus responsable par rapport au monde autour de soi. Et ça, je crois que c'est très, très important. Mais ça m'a terriblement enrichi. Donc, je me suis senti plus responsable, mais aussi plus heureux. Ça amenait plus de sens? Ça met plus de sens à la vie. Et donc, peut-être que la vie avant ça était un peu sans sel. Hein. Bon, je ne me suis pas rendu compte de quoi que ce soit, mais quelque part, on ne se rend pas compte de ce qu'on n'a pas. Mais Google m'a vraiment ouvert à ça, et pour ça, c'est une société exceptionnelle, terriblement en interaction avec le monde extérieur. C'est malheureusement pas l'image que les gens en ont toujours, mais les gens sont fans de nos produits, mais pas toujours de la société, alors que la société mérite vraiment d'être connue. Et pour ceux qui nous observent un petit peu, je crois qu'on fait vraiment, ou en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour être un acteur très responsable dans le monde qui nous entoure. Je voudrais, c'était la dernière question? Merci. Je voudrais Merci. quand même souligner, parce qu'on parle du monde de l'éducation, on parle du digital et tout ça, j'aimerais souligner aussi les initiatives, mis à part Molengeek, que Google soutient et qu'elle met en place. Je sais que vous avez un projet sur les formations par rapport aux fake news, au hate speech, donc au discours de haine et tout ça avec Bibliothèque du Monde, si je ne dis pas de Oui, bêtises. Bibliothèque sans frontières. Bibliothèque sans frontières, exactement, où vous investissez beaucoup de sous et beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie pour toutes ces luttes, pour essayer de protéger aussi les citoyens, les plus jeunes par rapport à tout ça, et essayer de leur donner les bonnes armes pour… et ça, on ne l'a pas souligné, on arrive à la fin de l'interview, je trouve que c'est important d'en parler aussi. Non, on ne veut certainement pas remplacer le monde de l'éducation. Je crois que le monde de l'éducation est un monde fantastique et avec sa spécificité qu'on ne remplacera jamais. Mais on pense on peut donner nos technologies à disposition de l'éducation. Et EducIT, par exemple, utilise nos plateformes pour, de façon très accessible, donner l'accès à la digitalisation aux jeunes. Mais on pense aussi qu'on doit soutenir un certain nombre de programmes. Et donc, on a formé 150 000 personnes en Belgique au digital déjà. Et on soutient des initiatives comme Molengeek, Bicode ou Bibliothèque sans frontières, parce que je crois qu'ils ont une mission qui est très complémentaire à la nôtre, cette mission sociétale de dire qu'il faut que tout le monde puisse profiter bénéficier de cette transformation digitale, et donc être le plus inclusif possible et donner accès à des formations à des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être nés dans une belle famille belge avec une belle éducation standardisée. Et voilà, donc on espère être inspirant au moins et pouvoir collaborer à cette transformation de l'éducation. En tout cas, on sent clairement qu'une de vos missions, des plus importantes, c'est de rendre accessible tout ça, que ce soit par rapport aux autres initiatives, mais aussi à Molengeek. Nous, on a eu l'honneur de recevoir Sundar il y a 1 an. Et ça, tu vois… Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Tu es le seul à avoir reçu le coup en Belgique, donc bravo. Écoute, voilà. On est super fiers de ça. Et ça se voit que pour vous, c'est quelque chose de super important de soutenir des initiatives comme la nôtre, mais comme d'autres aussi. Oui, c'est Bicode que tu soutiens via ton bouquin. Au profit de Bicode. Voilà, il faut absolument acheter ce livre parce que je vais apprendre plein de trucs et en même temps soutenir une superbe assos. Aussi avec Bibliothèque sans frontières. Donc, c'est important de mettre, on n'en a pas parlé pendant notre 45 minutes d'intervention, mais c'est important, les gens doivent comprendre tout ce que Google fait, tout ce que toi tu fais aussi à ce niveau-là. Et en tout cas, je te remercie 1000 fois de ton temps. Je sais que tu es super occupé, tu es venu jusqu'ici. Voilà, 1000 merci pour ton temps, pour ton intervention, pour ton partage de vision et d'expérience. J'espère vraiment pouvoir… te recevoir à d'autres occasions. Tu sais qu'on est à Charleroi, donc je vais sûrement te réinviter encore une fois. Avec plaisir. Oui. 1000 merci Thierry. Et là, nous, on va recevoir la ministre de l'Éducation de l'École supérieure dans quelques minutes. Ce sera toujours avec moi, désolé pour vous, ne quittez pas.
Ne quittez pas, on revient dans quelques minutes avec énormément encore de questions et de réponses par rapport au digital dans l'éducation. À tout de suite. Merci.